Michel. Exactement. Michel. Déjà connu. Du succès, hein. Ça va? Il y avait plus d'os? Non, il n'y avait que celle-là. Hein? Et j'ai été pistonné en plus. Hein? J'ai été pistonné. عروة البرجان مرات ثانية. Ah oui. J'aurais dû faire ça dans une salle beaucoup plus importante. Tu vois, heureusement, j'ai eu le truc. ضرب كمان كبيرة. بس صغيرة كمان كبيرة هكذا فيها فرق. هذا تصور الله لا إلا ممنوع. ويجيش نجي واحد خذ عندي واحد. المسلسل هذا وزن ذا. الكاميرا وزن ذا. Moi j'ai essayé. Non, si, j'ai quelque chose. J'aurais pu. Finalement, c'est que je dis j'ai pas rencontré j'ai rencontré personne qui a personne c'est vrai, qui m'a mis une dimension autre que. Ça, j'ai dit j'ai pas rencontré. Parce que j'aurais été capable de monter au-delà, de dépasser les montagnes. L'énergie que j'ai, tout ça. Je suis pas venue pour ça, je suis venue pour faire évoluer mon mari. Alors, bon bah voilà. Bien. Mesdames et messieurs, excusez pour certains l'inconfort de l'accueil de cette maison, mais je voulais vous souhaiter à toutes et tous la plus extrême des bienvenues pour cette soirée exceptionnelle et remercier Monsieur Edgar Morin de se prêter à cette rencontre ici même sur le thème de l'espérance et saluer tout particulièrement Willette Théba, la doyenne de la faculté des lettres, qui nous fait l'honneur de sa lumineuse présence. Donc ce soir, vous voyez, Monsieur Morin, que Madame Théba aurait presque tendance à vous subtiliser. Voilà, je vous laisse finir. Est-ce que les fermiers sont dans la salle? C'est un message personnel, qu'ils lèvent la main. Ils sont en ordre dispersé, mais ils sont là, visiblement. Très bien. Voilà. Bien, rendez-vous là. Bien, donc simplement, vous souhaitez la bienvenue dans un institut français plus que jamais ouvert au débat et à la confrontation des idées. Je suis tout à fait heureux du nombre de jeunes présents dans la salle, parce que je le dis, comme j'allais dire, mes abonnés le savent, je suis obsédé par la jeunesse et par l'énergie qu'elle
qu'elle a apporté à la construction de ce pays, et le projet de cette maison souhaite se dédier exclusivement à la jeunesse marocaine et à lui donner des clés, ou débattre avec elle et l'aider à s'inventer un avenir ici et ailleurs. Je ne présenterai pas M. Morin, va s'en occuper. Je vous demande simplement, vraiment, de façon à ce que la rencontre ait vraiment lieu, évitons les photos au flash et mettons les téléphones sur vibreur. Comme ça, on évitera les perturbations sonores. Bon, je ne vais pas vous dire qu'à la fin, il y aura une signature de livre, parce qu'il doit y avoir 40 ouvrages, donc à mon avis, il y aura une séance de signature, voilà. Il y aura donc beaucoup de mécontents. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, moi je suis vraiment très ému. Monsieur Morin, une nouvelle fois depuis Barcelone, ce fameux 22 janvier 2009, où nous nous étions croisés pour la première fois. Vous retrouvez ici, pour moi, un vrai bonheur et une vraie leçon d'espérance. Merci beaucoup. Bien écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis pour le moins émue, je crois que c'est un euphémisme. Donc vous me permettrez de lire ce que j'ai à vous dire, parce que c'est compliqué de présenter Monsieur Morin. Il y a quand même quelque chose, une stature du personnage qui fait qu'on est quand même très impressionné. Je commencerai, si vous le permettez, par un poète que j'aime et dont l'aphorisme me semble résumer, à beaucoup d'égards, le parcours de M. Edgar Morin. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Cet aphorisme de René Char, extrait des feuillets d'hypnose, résume à lui tout seul, me semble-t-il, toute la force éruptive de cet autre résistant, Edgar Morin, dont l'œuvre prolifique le place au premier rang des penseurs contemporains. Pour mieux cerner la nature de cette pensée singulière, il nous faut remonter vers ce qui, dans l'œuvre et la vie d'Edgar Morin, nous interpelle si fortement. À relire certains de ses livres, on saisit d'abord une trajectoire de pensée, mais aussi, vous le savez, une force de conviction intacte, par-delà le temps et les tribulations de l'histoire. Car la vie d'Edgar Morin ne fait qu'un avec son parcours intellectuel. Faite de pérégrinations multiples, de choix décisifs, il a toujours cultivé ce qui fut pour lui, ce qui est encore pour lui, l'exigence majeure, garder coûte que coûte, et je cite encore René Char, cette stature d'homme debout face au reniement et aux félonies de notre temps. C'est ainsi que ce juif séfarade entre dans la résistance de 42 à 44, qu'il y adopte le pseudonyme de Morin, qu'il gardera toute sa vie, qu'il entre au parti communiste, qu'il quittera, c'est évident, par aversion du stalinisme. En 1955, et là aussi c'est évident, il anime un comité contre la guerre d'Algérie. Quelques décennies plus tard, et récemment, il publie dans le journal Le Monde une retentissante tribune intitulée « Israël-Palestine, le cancer », où il critique l'unilatéralisme que porte la vision israélienne des choses. Pour lui, je cite, « C'est la conscience d'avoir été victime qui permet à Israël de devenir oppresseur du peuple palestinien. » Cet article valut à Edgar Morin et à ses co-auteurs un procès pour diffamation raciale et apologie des actes de terrorisme. Autant de positions, mesdames et messieurs, encore aujourd'hui, aussi fortes, aussi belles. Sur un autre front, intrinsèquement lié à celui-là, celui évidemment du parcours intellectuel, Edgar Morin entre au CNRS en 1950, où il va conduire, dans les années 60 notamment, une étude pluridisciplinaire sur une commune en Bretagne, qui fut un des premiers essais d'ethnologie dans la société française contemporaine. Il fonde et dirige le Centre d'études des communications de masse. Durant les années 60, il part près de 2 ans en Amérique latine, où il enseigne à la faculté latino-américaine des sciences sociales. En 69, il est invité à l'Institut Salk de San Diego. Il y rencontre Jacques Monod, l'auteur donc du hasard et de la nécessité, et il y conçoit les fondements de la pensée complexe de ce qui deviendra sa méthode, son ouvrage majeur.
Aujourd'hui, directeur de recherche émérite au CNRS, Edgar Morin est docteur honoris causa d'une multitude d'universités à travers le monde. Et je ne vais même pas vous citer l'ensemble de ces universités. Son travail exerce une influence majeure sur la réflexion contemporaine. Dans tout le monde, aussi bien méditerranéen qu'en Amérique latine ou en Asie, il a créé et préside l'association pour la pensée complexe. Il est membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture de paix et de non-violence. Je ne voudrais pas citer tout cela parce que c'est évident, on a face à nous un des plus grands penseurs de notre temps. Une brève et très sommaire incursion dans l'œuvre prolifique d'Edgar Morin apporte un éclairage saisissant à des questionnements pour le moins d'actualité dans la crise mondiale que nous traversons aujourd'hui. La réflexion d'Edgar Morin, ce soir, je crois, plonge au cœur des mouvements de l'histoire, faite de sauts et de soubresauts. Elle réfute cette réflexion, l'idée de progrès linéaire, comme il l'explique d'ailleurs un journaliste de sciences humaines au cours d'une conférence en décembre 2008. Je le cite. La réflexion sur le monde d'aujourd'hui ne peut s'émanciper d'une réflexion sur l'histoire universelle. Les périodes calmes et de prospérité ne sont que des parenthèses de l'histoire. Tous les grands empires et civilisations se sont crus immortels. Et tous ont disparu, ont été engloutis. Voilà ce qu'est l'histoire. Des émergences et des effondrements, des périodes calmes et des cataclysmes, des bifurcations, des tourbillons et des émergences inattendues. Alors, pessimiste, désabusez la pensée d'Edgar Morin. En fait, il le souligne, au sein même des périodes noires, des graines d'espoir surgissent. Apprendre à penser cela, voilà l'esprit de la complexité. Mais dans le sillage de sa pensée et de cette complexité-là, il souligne, et je crois que ce sera l'occasion de l'écouter en parler de vive voix ce soir, que les avancées actuelles, notamment en matière de développement technique, ne sont pas uniquement ou totalement progressistes. Elles comportent et produisent des régressions. Mais il ne s'agit pas ici, jamais avec Edgar Morin, de remplacer l'idée de progression par celle de régression, c'est-à-dire de substituer donc une simplification mutilante à une autre. Il s'agit au contraire de considérer enfin en complexité l'idée de progrès. Pour cela, il faut détruire l'idée d'un progrès simple, assuré, irréversible, et considérer un progrès incertain dans sa nature, comportant des parts de régression dans son principe même. Un progrès aujourd'hui en crise à l'échelle de chaque société et de la planète dans son ensemble. Alors faut-il espérer, Monsieur Morin, faut-il espérer dans le monde d'aujourd'hui? Je vais garder cette bise en mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a plus de 2 siècles, le philosophe Kant posait la question « Que puis-je espérer ?» Mais pour répondre à cette question, il pensait qu'il fallait répondre à 2 questions préalables. Que puis-je savoir? Que puis-je croire? Et alors, que puis-je espérer? Et à cette question s'ajoutait une autre question. Que puis-je faire? Mon but n'est pas de donner une réponse assurée à cette question. Mon but est de les reprendre. Que puis-je savoir? Apparemment, aujourd'hui, on peut tout savoir. Il y a les connaissances scientifiques, il y a Internet, il y a Wikipédia, il y a Google, il y a les experts, il y a les techniciens. On a l'impression qu'on peut tout savoir. Mais en réalité, tous ces savoirs multiples sont dispersés, sont compartimentés, ne communiquent pas entre eux. Et
on voit qu'ils rendent incapables de concevoir, d'affronter les problèmes globaux et fondamentaux. Que puis-je savoir de ce qui se passe en ce moment, de la mondialisation, du cours de la planète? Et ici, il y a tellement un brouillement d'informations qu'il n'y a aucune réponse. Que puis-je croire? Au siècle dernier, on a cru au communisme, on a cru à la social-démocratie, on a cru à la société industrielle évoluée, on a cru au fascisme. Toutes ces croyances se sont effondrées. On a cru que le progrès était une loi de l'histoire. Nous savons qu'aujourd'hui, l'avenir est angoisse et incertitude. On a voulu nous faire croire qu'il y avait une science de la société et de l'économie qu'on appelle le néolibéralisme économique. On comprend de plus en plus aujourd'hui que c'est une idéologie supplémentaire. Que puis-je croire? La question est ouverte. Donc, que puis-je espérer? Que puis-je faire? Nous voici donc à nouveau à nous reposer de façon radicale cette question en considérant l'aventure que court l'humanité, l'aventure de la mondialisation. Et si on fallait caractériser cette mondialisation qui est la continuation actuelle d'un processus qu'on peut appeler l'ère planétaire, qui a commencé avec la découverte, la conquête plutôt des Amériques, la navigation autour du globe et la colonisation et l'esclavage, et qui a pris la forme actuelle de ce formidable course de la planète vers toujours plus la technique, la science,